Bonjour, c'est une très jolie histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui avec Céline Sisler. Bienvenue. Céline Sisler, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des programmes de secours d'urgence aux animaux lors des catastrophes naturelles, réduction des risques, et ceci dans le cadre du Fonds international pour la protection des animaux. C'est une ONG dont nous parlerons un peu plus tard. Alors mon attention a été attirée par un article du quotidien américain New York Times qui mentionne les efforts que vous et votre ONG avait fait pour sauver un éléphanteau, un petit bébé éléphant de 23 mois baptisé Nania, qui était le pauvre perdu, séparé de sa mère et de son troupeau, et donc condamné à brève échéance. C'était très regrettable, d'autant plus qu'il fait partie d'une espèce en voie de disparition. Alors racontez-nous comment les choses sont arrivées. Alors en fait, Nania a été découverte à l'automne 2017 en train d'errer près d'un village. Elle était Burkina Faso. Au Burkina Faso, tout à fait, au centre du pays. Elle était déshydratée et orpheline en fait. Aucun éléphant adulte n'était visible aux alentours. Et immédiatement, une chaîne de solidarité s'est développée entre les villageois, mais aussi les autorités locales chargées de la faune en général, qui ont été appelées pour venir la chercher. Et Nania s'est retrouvée très vite, finalement, en ville, à Boromo, près des bureaux de ces autorités chargées de la faune. Et là, en dépit de toute la bonne volonté des personnes qui s'occupaient de Nania dans les premiers jours, ils se sont rendus compte que c'était un animal qui avait besoin de manger de façon très régulière. Il n'avait pas le savoir-faire, il ne savait pas ce qu'il fallait lui donner. Évidemment du lait, mais de quelle manière, quelle quantité, à quelle fréquence. Et donc, finalement, cette chaîne de solidarité a permis aux autorités locales de contacter AIFO, qui bénéficiait déjà à l'époque d'un historique et d'une expertise en matière de réhabilitation d'éléphants. C'est votre ONG, ça? C'est notre ONG, effectivement. AIFO, c'est une ONG internationale et nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans différents pays pour soit prendre en charge des éléphantaux comme Nania et travailler sur un processus de réhabilitation, ou bien, dans certains cas, déplacer des éléphants qui entraient en conflit avec les populations locales. Et donc, voilà, AIFO était connu pour son expertise sur les éléphants et c'est la raison pour laquelle, finalement, nous nous sommes retrouvés dans cette aventure avec Nania. Alors, quel a été votre diagnostic et quelles ont été vos préconisations? Qu'avez-vous fait? Alors, très rapidement, on s'est rendu sur place pour évaluer l'état sanitaire, mais aussi psychologique de Nania, puisqu'il faut savoir que la première année est déterminante pour un éléphanteau, notamment quand ce dernier a pu être témoin de l'abattage des membres de sa famille. Or, pour Nania, nous n'avions aucune information sur un acte de braconnage éventuel. Nous n'avions pas d'informations sur un éventuel conflit avec des villageois qui auraient amené les adultes à fuir très rapidement en laissant Nania derrière de nuit. Et donc la dernière hypothèse que nous avions, c'est que Nania n'a probablement pas réussi à suivre son troupeau lors de la traversée d'une rivière à très fort courant. Et donc, elle s'est retrouvée seule, et ce qui a finalement nous a confortés dans l'idée que Nania avait un état psychologique très bon et qu'elle pouvait s'engager dans un processus de réhabilitation, parce que sinon, certains éléphanteaux se laissent mourir en dépit de tous les soins qu'on peut leur apporter. Et alors, quel a été le régime que vous avez prescrit? Qu'avez-vous organisé? Alors, il n'y a pas de... Parce que là, ce n'est pas une affaire de 5 minutes ou d'une journée. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nania a été récupérée à l'âge de 2-3 mois. C'est l'âge que nous avons pu évaluer. Et à cet âge-là, en fait, un éléphant a besoin de boire toutes les 3 heures, en fait, dans la journée, 16 litres de lait. Donc 2 litres toutes les 3 heures. Et surtout, il faut savoir que la composition du biberon est très compliquée. En fait, c'est du cas par cas pour chaque éléphanteau, et aussi il faut s'adapter à ce que l'on peut trouver sur les marchés. Puisqu'il faut évidemment du lait maternisé, mais qui ne soit pas
trop sucré. Il faut y ajouter des quantités de calcium considérables pour la construction du squelette de cet éléphanteau qui va devenir un animal adulte avec un squelette quand même très important. Il faut aussi lui apporter des protéines par le biais soit de patates douces mixées, ajoutées dans le biberon. Il faut aussi, pour ceux qui connaissent, des feuilles de moringa pilées en poudre pour toute l'énergie nécessaire. Et donc c'est extrêmement compliqué et c'est la raison pour laquelle il a fallu former aussi l'équipe qui... Donc vous avez engagé une équipe pour On a engagé une équipe pour qu'elle puisse s'occuper de Nania H24 et 7 jours sur 7, puisque à un âge tel que celui de Nania, quand elle a été trouvée, eh bien, il faut jouer le rôle de la maman et du troupeau en permanence. Et comme je le disais, il faut pouvoir la nourrir toutes les 3 heures. Et d'un point de vue psychologique, comment faut-il procéder ? Alors, ça a été une grande question parce que Nania est un cas unique sur le continent. Il existe plusieurs centres de réhabilitation d'éléphantaux, notamment en Afrique australe et en Afrique de l'Est. En revanche, en Afrique occidentale, eh bien, Nania était un peu le seul éléphanteau et il fallait lui permettre de ne pas rester entouré que d'êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle nous lui avons adjoint comme ami un mouton femelle qui s'appelle Wisty, de manière à ce qu'elle puisse interagir avec un animal et ne pas uniquement avoir comme référence l'être humain dans son entourage. Et il s'avère que Nania et Wisty sont devenus des amis inséparables et Nania, qui maintenant a 4 ans, est toujours très, très tendre, très douce avec ce mouton qui, lui, évidemment, vieillit aussi, mais ne prend pas en volume, ne prend pas en force comme Nania. Et elle a conscience de sa force. Elle pourrait le tuer d'un coup de trompe. Et pour autant, elle fait preuve d'une douceur infinie avec Wisty. Et c'est son amie. Donc, elles se promènent ensemble en permanence. Oui, c'est ce qu'on va voir sur les images que nous avons. Quand vous l'avez trouvée, combien pesait-elle et combien pèse un de ces éléphants adultes ? Alors, quand on l'a trouvée, elle faisait à peu près 150 kilos. Ah, c'est un beau bébé. Voilà, 150 à 200 kilos. Lorsqu'elle a très vite pris du poids, ce qui est normal, puisque évidemment, on doit suivre la courbe de poids en fonction de l'alimentation qu'on lui donne. Et puis, à l'âge adulte, ces animaux font 4 tonnes. Ah oui. Et aujourd'hui, donc, du haut de ses 4 ans, elle aborde les 900 kilos. Et pour la prendre dans ses bras, c'est assez difficile. Ça devient compliqué. Et puis, c'est pas trop l'objectif non plus. Est-ce que ça arrive souvent que des éléphanteaux comme ça soient séparés de leur mère ? Alors, vous avez parlé du braconnage. Voilà, ça arrive trop souvent, malheureusement, pour diverses raisons, mais il faut savoir que les éléphants aujourd'hui, qu'ils soient de savane ou de forêt, sont menacés à l'échelle du continent. Ils sont en voie d'extinction, d'une part à cause de la pression qu'ils subissent par le braconnage pour leur défense en ivoire, qui sont encore très prisés, et aussi par la dégradation et la fragmentation de leur habitat. Il faut savoir qu'en Afrique occidentale, donc d'où Nania est originaire, aujourd'hui les éléphants ne représentent plus que 3 à 5% de la population continentale d'éléphants, et puis surtout 80 à 90% de l'habitat qui était propice aux éléphants a été cédé aux activités humaines comme l'extraction minière, l'exploitation forestière, l'élevage, l'agriculture. Donc aujourd'hui, les populations sont assez isolées. Oui, il y a une croissance démographique humaine c'est ça. Très forte. Voilà, et une pression foncière en fait sur l'habitat des éléphants qui est important. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle aussi Nania est très importante pour la survie de son espèce. Et alors, vous avez décidé de faire des recherches grâce à l'ADN pour retrouver sa mère, c'est ça ? Voilà. Alors, pour les réunir ou... Alors,
Ce que nous avons souhaité faire, c'est en sachant que dans le parc où Nania vit, donc elle est dans son habitat, parce que je vous disais en introduction que très vite elle s'est retrouvée en pleine ville, entourée de bruit, d'activités humaines, hein, les motos, les voitures. Elle était à côté d'une école et elle adorait courser les élèves qui venaient la taquiner un petit peu. Donc ça pouvait être très drôle, mais pas du tout adapté pour un éléphant. Donc très vite, on a construit un enclos adapté à son processus de réhabilitation dans le parc national dont elle est originaire. Donc au bout d'un an, elle s'est retrouvée dans son habitat naturel, hein, ce qui était une chance incroyable. Parc dans lequel il n'y a pas de prédateurs, où il n'y a plus de prédateurs. Donc c'était aussi un contexte favorable pour laisser Nania se développer et explorer son habitat. Et il y a là des éléphants alentour. Et voilà. Et donc dans ce parc, il reste peu d'éléphants, a priori une quarantaine. Et c'est ce qui nous a permis en fait d'envisager la possibilité de récolter des échantillons de leur bouse pour les confronter à Nania, à des échantillons de bouse de Nania, et voir s'il y avait une correspondance ADN, de manière à savoir si, dans ce parc, il restait des membres du troupeau natifs de Nania. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'était de peut-être identifier sa maman, puisque, comme je l'ai dit en introduction, nous n'avions trouvé aucune carcasse ou dépouille d'éléphant qui laissait présager un acte de braconnage. Donc on se disait que sa maman pouvait encore être vivante, ou en tout cas des membres de son troupeau. Et c'est par les analyses ADN que nous pouvions avoir cette réponse. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cette analyse. Et nous allons maintenant regarder la vidéo qui retrace justement cette expérience et ses travaux avec l'ADN. Hi, I'm Sam Wasser. I'm the director of the Center for Conservation Biology at the University of Washington. IFA asked our center to help them determine the family that Nania came from so that they could determine the best group to reintroduce her back into the wild. Answering this question started with IFA collecting dung samples non-invasively from a variety of elephants in the study area where Nania came from. They also collected dung samples from Nania herself. So the way this method works is we amplify 16 different genetic markers across all of the dung samples that were collected by IFA, including the dung sample from Nania. And in each of those markers, we have different variants of genetic information. They're called alleles. And you get one allele from the mom and one allele from the dad at each of those 16 genetic markers. So a parent should share 50% of its alleles with its daughter. And similarly, if it's a full sib, they also should share about 50% of those alleles from their daughter. And if it's a half sibling to Nania, they should share about 25% of the alleles from their daughter. So really what we're trying to do is see in any of these family groups, do we have a parent offspring or a full sib or a half sib to Nania? We believe that it is very important to be able to figure out what family group did Nania actually come from. It's nice to be able to use this technology for a good cause now, kind of to have a happy ending instead of looking at death. We're looking at ensuring life. So we really welcome this opportunity to help IFA have a successful reintroduction of Nania back into her original family group. C'est une belle histoire. Alors, où en est-on maintenant ? Alors maintenant que nous savons que des membres de la famille Nania sont présents dans le parc et toujours vivants, la prochaine étape va être de mener un nouvel inventaire des éléphants sauvages dans le parc pour avoir déjà une idée un peu plus précise de leur nombre et surtout de l'endroit où ils aiment se retrouver. Il y a plusieurs endroits dans le parc de manière à pouvoir y amener Nania très régulièrement, de manière à ce qu'elle se familiarise déjà avec leurs odeurs, avec les sons
qu'ils émettent et puis éventuellement voir quelle est sa réaction parce qu'il a fallu aussi redonner confiance à Nania lorsqu'elle se trouve confrontée à ses congénères, puisque plusieurs fois elle les a croisés, elle a pris peur, elle s'est enfuie. Maintenant ça va mieux, elle les regarde sans bouger de loin, mais l'objectif c'est vraiment de l'amener au plus proche d'eux pour qu'un jour elle décide de quitter le monde des hommes et les suivre eux, puisqu'elle appartient à cette espèce. Vous avez trouvé la mère précisément ou pas? Non, alors ça c'est justement la grande question que nous avons parce que les analyses ADN permettent de dire qu'elle est vivante, qu'elle est dans le parc. En revanche, elle n'est pas identifiable telle qu'elle. Donc la grande question d'ordre scientifique qui est au sein de ce projet, c'est de savoir si Nania et sa maman vont se reconnaître. Et c'est pour ça qu'on va étudier le comportement de Nania au contact des éléphants sauvages. Est-ce qu'elle va avoir un comportement différent avec des membres de sa famille et notamment sa maman? Est-ce que sa maman va la reconnaître? C'est la grande question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Donc nous allons observer et noter tous les comportements parce que c'est aussi d'un intérêt scientifique pour d'autres projets de réhabilitation. Mais alors, il y a une question qui se pose, c'est que la première rencontre dont vous avez fait état, là j'ai lu cette interview que vous avez donnée dans le New York Times évidemment, il y a eu une rencontre où ça a été tendu. Ça a été très tendu, ça a été difficile pour Nania parce que ça s'est fait à la tombée de la nuit, elle rentrait de promenade, des éléphants sauvages étaient proches de son enclos, où elle va de temps en temps mais très peu. Et elle s'est retrouvée complètement encerclée par ces éléphants sauvages. Il y a eu des barrissements de part et d'autre. Nania n'a pas vraiment l'occasion de barrir avec les hommes, avec nous. Donc c'était aussi une manière pour nous de voir qu'elle pouvait répondre. En revanche, nous n'avons pas cette possibilité de savoir ce qu'ils se disent. Mais ce que nous avons pu constater, lorsque les éléphants sauvages sont partis après 1 heure de palabre avec Nania, c'est que Nania, pendant 2-3 jours, a été malade. Donc on sait que ça a constitué un choc émotionnel pour elle, sans doute un facteur de stress considérable. Voilà, donc la première rencontre n'a pas été forcément très positive pour Nania, mais ça n'est pas surprenant. Ça n'est pas surprenant pour nous, ça a été juste un peu violent pour elle puisqu'il n'y avait pas eu d'habituation en fait. Maintenant c'est ce qu'on fait et comme je le disais, elle reste stoïque, elle ne fuit plus, elle les regarde, elle les sent évidemment et puis elle capte des informations que nous ne pouvons pas capter puisque les éléphants communiquent aussi par infrasons. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, elle prend confiance mais c'est un processus extrêmement long qui peut prendre 10 ans. 10-12 ans. Aussi longtemps? Voilà, ça dépend. Chaque éléphanto est différent, chaque éléphant est différent. Et quand je dis 10-12 ans, c'est parce que pour les éléphants de savane, à l'âge de 12 ans, ils atteignent leur maturité sexuelle. Pour les éléphants de forêt, pour les femelles, c'est plutôt 20 ans. Donc, comme Nania est un éléphant de forêt, voilà. Mais c'est aussi le moment où elle sentira, elle recevra les signaux d'éléphants sauvages lui disant qu'elle peut les rejoindre. Mais n'y a-t-il pas un risque, par exemple, qu'elle soit rejetée, qu'elle soit bousculée? Ça peut arriver, c'est la raison pour laquelle aussi l'une des prochaines étapes va être de poser un émetteur sur Nania, parce que comme c'est elle qui va décider le moment où elle va nous quitter, ça peut se faire de nuit, lorsque ses gardiens ne sont pas avec elle, puisque maintenant elle a la permission de minuit, elle n'est plus dans son enclos, elle peut aller se promener pour aller au contact des éléphants sauvages la nuit. Donc on souhaiterait pouvoir lui fixer un émetteur et malheureusement les colliers que l'on pose sur les éléphants adultes ne vont pas, puisque Nania continue de grandir. Bien sûr, ouais. Et il n'existe pas de collier extensible à l'heure actuelle, donc on est en train de réfléchir à ce que l'on pourrait mettre qui ne soit pas invasif sur Nania pour pouvoir la suivre et notamment si elle rejoint un groupe sauvage, justement s'assurer que tout se passe bien et qu'elle s'intègre parfaitement. Vous voulez mettre parfaitement. juste un GPS ou autre voilà, chose? C'est ça.
Mais ça reste quand même compliqué. Il faut que ça tienne, il faut que ça ne soit pas invasif, que ça ne soit pas douloureux, qu'on puisse suivre évidemment tous ces déplacements. Et puis si elle se roule dans l'eau, c'est ça, il faut parce que qu'elle ça... adore Oui. se baigner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui lui plaît et qui est un comportement absolument naturel pour les éléphants. Donc c'est une affaire dont on peut reparler dans quelques années. Ah oui, c'est une aventure qui n'est pas terminée. Donc voilà, et c'est vrai que le but ultime pour nous, c'est un jour de voir Nania maman. Ouais. Mais ça sera encore... voilà, et là, vous seriez grand-mère. Exactement. Je pense que je serai grand-mère avant que Nania ne soit maman. Et pour conclure... donc, vous allez y retourner bientôt ? J'espère pouvoir y retourner, évidemment. Là, le virus a un peu freiné les déplacements, mais évidemment, Nania reste une de nos priorités. Et elle vous reconnaîtra ? Oui, oui, oui. Je fais partie de sa famille éloignée. Donc, comme une cousine, comme qu'elle prend plaisir à revoir. Et donc, elle a un rituel de salutation. Quand je viens, donc elle me reconnaît. Et cette espèce est en danger à cause seulement de la démographie, du braconnage. Du braconnage. Davantage que les éléphants de savane ? Alors, la problématique, je crois que les éléphants de savane et les éléphants de forêt sont ciblés, les deux espèces sont ciblées pour leur ivoire. Après, les éléphants de forêt, parce qu'ils sont dans un habitat où il est difficile de les suivre, de les compter, sont bien plus à risque. Et puis, leur ivoire étant considéré comme plus dur, plus résistant lorsqu'il est sculpté, il est plus apprécié. Et donc, ce sont des populations d'éléphants qui ont été particulièrement ciblés pour répondre à la demande en ivoire, en Asie notamment. Comment a été créée cette ONG et comment fonctionne-t-elle ? Alors, IFO a été créé en 1969 au Canada pour mettre fin à la chasse aux phoques commerciales. Et puis, elle s'est développée sur ces 50 dernières années pour embrasser d'autres thématiques. Et aujourd'hui, elle fonctionne sur la base de dons. Donc la générosité du public nous aide particulièrement à mener nos actions et puis de subventions aussi, de fondations et de subventions aussi de certains États comme les États-Unis sur des projets d'envergure, notamment de restauration d'habitats vitaux pour des espèces clés comme celle des éléphants. Nous espérons retrouver Nania grâce à vous et grâce aux vidéos que vous allez réaliser à partir du moment où vous allez retourner en Afrique. Donc j'espère, Céline Sisler-Bienvenue, que nous allons reparler de cette très jolie histoire de Nania, de son sauvetage. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.